Bon, s'il le dit ou pas, ça par contre, ça reste quand même une bonne information. Mais il y a eu quand même quelques phrases malheureuses de rejet en même temps. Bien, mais vous ne le direz pas, alors, ces phrases-là. Voilà, il est -10, et donc nous avons un peu de temps pour les questions pour nos 3 auteurs. Alors, il y a là des micros. Donc, ceux qui souhaiteraient poser des questions, il marche, voilà, oui. Je veux dire un mot. Merci. Oui, j'ai été membre de la commission mixte de cessez-le-feu d'Orléansville. Et je dois dire que de l'autre côté de la table, face à nous, les représentants du FLN et de l'ALN étaient en pays conquis. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, se moquaient complètement de ce qu'on pouvait leur dire, et nous, les militaires, comme on n'avait pas le droit de sortir des casernes, il est bien certain qu'il était difficile de s'opposer à eux. Voilà, donc ces commissions ont bien existé, elles ont fonctionné, mais à sens unique. Bien, merci. Oui, nous avons une question là-bas au fond. Ma question s'adresse à monsieur Jordi, dont j'ai lu le livre avec intérêt. Si vous voulez venir là, d'ailleurs, si les auteurs... Non, mais monsieur Jordi, pour pouvoir répondre plus commodément. Monsieur Crespo, où êtes-vous passé? Non, ma question s'adresse à monsieur Jordi, parce que vous avez parlé des exactions à partir de mars 62, et ceux qui étaient en Algérie à cette époque-là ont pu les constater. Mais vous n'avez pas parlé de la complicité des chefs militaires. Alors, il y a Katz, dont on connaît le rôle à Oran, mais ça n'est pas le seul. Moi, je peux donner un témoignage personnel. Dans mon régiment, en juillet 62, on est allé chercher des Européens qui étaient dans un camp FLN avec deux Aftrac et des mitrailleuses. Le surlendemain, le commandant second, puisque c'est lui qui commandait le régiment à ce moment-là, était dans l'avion pour Paris, après avoir fait un séjour aux arrêts de rigueur sur la base aérienne de Blida. Et des comme ça, il y en a un wagon. Un wagon, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui, effectivement, ont payé leur volonté d'aller soustraire des Européens aux membres du FLN. Ils l'ont payé par un retour en disgrâce aussi, hein, puisque vous venez de le dire. Aussi l'interdiction de bouger. Oui, interdiction de bouger. Oui, interdiction de bouger. Non, mais je suis heureux d'entendre comme l'a dit le général, le général qui parlait des commissions mixtes, parce qu'il se trouve que dans les archives, la commission mixte d'Orléansville est citée en modèle comme celle qui a le mieux fonctionné. Merci. Alors vous voyez, mais comme j'ai dit, à sens unique. Alors imaginez les autres. Imaginez les autres. Il y avait une dame professeure qui voulait poser une question. Une dame enseignante. Est-elle là? C'est vous? Françoise, allez, sois pas timide. Oui, donc moi je suis rapatriée, je fais partie des derniers enfants nés en Algérie, hein, je suis née en 1956. Je voulais simplement dire que c'était très intéressant pour moi, je réagis un peu à tout ce qui se passe. C'est très intéressant pour moi ce matin d'entendre le point de vue des militaires, parce qu'ils font partie du décor de mon enfance. Voilà. Simplement, j'entends les histoires sur les exactions, j'entends ce besoin de vérité, d'objectivité. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a aussi un besoin réel d'apaisement. Alors, on l'a employé ce mot apaisement, mais moi, je crois que j'ai fait un espèce de deuil. Et je voudrais dire aussi que je suis peut-être ici une des rares victimes civiles directes de la guerre d'Algérie, puisque j'ai été blessée dans un attentat à Constantine en 1961. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Je fais partie d'une famille qui a été complètement bouleversée psychiquement par la guerre d'Algérie. Voilà. Mais je pense aussi qu'il y a un moment où il faut
Moi, j'ai envie de retrouver l'Algérie, voilà. Et j'aimerais quand même, avant la fin de ma vie, pouvoir y aller calmement, simplement, et retrouver Aïn Beida. Voilà. Merci. Non, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça, et je pense qu'il faut faire encore beaucoup plus de chemin. Beaucoup plus de chemin. C'est vrai que de l'autre côté, il faut qu'il y ait un chemin qui soit fait aussi. Mais voilà. Bien, merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'ai écouté enfin tous les intervenants qui étaient là tout à l'heure et puis maintenant. Bon, on parlait de l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, vous l'avez parlé uniquement de l'histoire de l'armée française en Algérie. Mais pourquoi il y avait cette guerre? La vraie histoire de cette guerre, il n'y en a aucun qui l'a dit, aucun qui a parlé. Parce que on a parlé du Pied Noir, on a parlé de l'armée française, mais on n'a pas parlé, la vraie question, on n'a pas parlé du peuple algérien, comment il vivait avant. Pourquoi le peuple algérien, ils ont revendiqué la guerre? Parce que quand même, il y a une cause, vous le savez tous. Hein? Alors, l'histoire, c'est-à-dire, bon, on ne le voit pas, elle est floue. Je suis d'accord avec vous. Juste une chose, que la guerre d'Algérie ait pris naissance dans les différences entre la population, oui, le gros de la population musulmane, oui, et le gros de la population européenne, dans des différences énormes, pas de citoyenneté pour les uns, citoyenneté pour les autres, les différences d'accès à la modernité, aux éléments de la modernité, tout ça, bien évidemment. L'Algérie, à partir de 1939, il n'y a pas qu'une Algérie, on dit toujours, il y a deux Algéries. Vous avez une Algérie des côtes et des villes, où vous avez à peu près 1 million d'Européens et 1 million de musulmans, ouais, qui eux vivent ensemble, mais on oublie... Il y a 10% du musulman. Ouais, tout à fait, mais on oublie les 8 autres... 90% du peuple algérien, il vit dans les campagnes, tout à fait, et dans la misère. Ouais. Et la misère, elle a été déjà dénoncée. Exactement. Oui, elle a été déjà dénoncée par Camus en 39, après en 45 il dénonce, etc. De ça, il y a vraiment une Algérie qui est copée. On parlait de mur tout à l'heure. Il y a aussi un mur psychologique entre les deux populations qui à un moment donné ne veulent rien partager. Ils auraient voulu peut-être partager fin 19e, début du 20e. Après, c'est plus possible, ils ne partagent plus rien. Et donc, il y a un fossé qui se creuse. Et effectivement, ceux qui vont décider qui demandent l'indépendance, hein, et qui la demandent avec des actions sanglantes. Non, mais attendez. Excusez-moi. Quand ils le demandent, ce sont ils ont fait l'école française, mais ils vont s'appuyer sur les musulmans du bled pour il y en a combien qui ont fait l'école française? Non, mais très peu. Très peu. Mais bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans les écoles françaises. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a très très peu. Qu'il y ait une volonté. Mais de ça, je crois que ce n'est pas aux différentes populations d'emporter d'emporter le poids ou le fardeau. Oui. Mais c'est d'interroger les différents gouvernements français depuis 1900 jusqu'en 1962, qu'ont fait les différents gouvernements français pour essayer d'aller de l'avant. Ben finalement très peu, très peu, et pratiquement rien. Oui. Pratiquement rien. Du coup, on est dans une situation de blocage. Il y a eu quelques plans, mais qui ont en général échoué, comme Bloom-Violette. Oui, le projet Bloom-Violette a échoué. Oui, mais tout à fait. Tardif. Oui, mais on est en 56. On n'est pas avant, on est en 56. Alors, il y a une question au fond. Donc, je voulais simplement évoquer le cas des harkis. Parlez plus près du micro, parce qu'on ne vous entend pas. Je voulais simplement évoquer un peu plus précisément le cas des harkis.
je suis moi-même fils d'ancien harki et ancien militaire de carrière. Donc, on a vécu effectivement des drames en Algérie, mais ces drames se sont poursuivis en France et se poursuivent encore. Et malheureusement, j'ai bien entendu, et avec tout intérêt, un des intervenants concernant l'accueil et l'intégration des rapatriés. Et dans cette intervention, je déplore justement ne pas avoir évoqué l'accueil des rapatriés et leurs conditions d'accueil qui étaient loin d'être avec une urbanisation et des constructions qui ont été faites aux anciens pieds noirs, contrairement donc à eux, où nous on est restés, et moi je l'ai vécu pendant de nombreuses années dans des camps. Oui. Et pour la petite histoire, quand même, des anciens camps de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. J'en dirai pas plus, mais effectivement, je regrette quand même que vous n'ayez pas abordé ce point-là. Oui, il y a une intervention sur les harkis. Sur la mémoire des harkis, mais pas leur intégration et leur arrivée en France. Et encore aujourd'hui, on peut déplorer la manière dont on tait ce qui s'est passé en Algérie, certes, mais aussi ce que la France a comme responsabilité quant à l'accueil des harkis et leur intégration en France. Tout à fait, oui. Il faut dissocier la France et l'État français. Si vous permettez. Effectivement, je dissocie les choses et vous avez raison de le préciser, notamment par rapport à l'armée française. Mon père était lui-même militaire et je peux vous dire que je reconnais que grâce à l'armée française pour certains et notamment les dirigeants de l'armée pour certains qui sont largement engagés et qui ont pris effectivement part pour défendre les harkis qui, vous le disiez dans votre intervention, dans les exactions qu'il y a pu avoir après les accords d'Évian, nombreux harkis ont été tués et massacrés. Je crois que le terme n'est pas fort. Non. Bon, je voudrais juste vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, que le temps qui m'était imparti ne me permettait pas du tout d'en parler. Ceci étant, même avant même les conditions d'accueil, je dirais qu'il faudrait parler des conditions de départ, qui sont encore plus catastrophiques que celles des conditions de départ des Français d'Algérie, même si elles le sont. Rappeler aussi, et je crois que Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, il y a un problème aussi gouvernemental, c'est-à-dire que volontairement, le gouvernement français décide que les harkis ne doivent pas être dans les villes, qu'ils représentent un danger potentiel pour la population, ils doivent être à l'écart des villes et ils doivent être cantonnés dans des camps, et dans des camps dans lesquels ils vont rester des années et des années. Je suis tout à fait d'accord. Ceci étant, on insiste et je crois qu'il y a une responsabilité gouvernementale énorme en ce sens et qu'il convient de dénoncer. Ça, tout à fait d'accord. Bien, est-ce qu'il y a, une question là, puis après le général Giraud. À condition... Est-ce que ça marche? Oui. Je voudrais simplement poser la question du... comment est-ce qu'on peut penser maintenant d'une nation multiculturaliste dans la France? Et à mes yeux, à condition qu'il y ait ces divisions, ces controversées, on ne peut pas du tout avancer. Voilà. Je comprends un peu, mais la France est multiculturaliste depuis 2 siècles. Il y a beaucoup de Français qui ne le savent pas, mais ça fait bien longtemps qu'elle est multiculturaliste. La France a une politique de migration depuis le milieu du 19e siècle, avec des Italiens, des Espagnols, des Polonais, de tout, et des Algériens. A marché, a vraiment marché. Pensez-vous qu'il y a des problèmes à résoudre? Maintenant ou maintenant et dans l'avenir. Ah oui, maintenant et dans l'avenir, oui, il y a des problèmes, ça. Ça a des problèmes. Il y a toujours des problèmes quand il y a contact de population. Il y avait le général Giraud. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des problèmes insurmontables. J'ai une bonne voix. Je voudrais vous apporter une précision sur la ligne Maurice, laquelle j'ai servi. Oh, j'irai vous interviewer. Il y a une ligne que vous n'avez pas parlé, qui a été très efficace. C'était empêcher, si vous voulez, les débordements de Bizerte par la mer sur Rhône et la Cave. Il y avait donc tout un système de protection radar avec des unités, des flottilles de la marine d'intervention rapide qui a très bien fonctionné. C'est un petit peu ce que font les Israéliens au large libre. Pour compléter un peu l'ouverture. Oui. Sur le modèle entre guillemets. Oui.
Très bien. Merci. Alors, simplement un petit rappel. Moi, je suis métropolitain. Il faut dire que la dépendance de l'Algérie a été, disons, vendue aux métropolitains au nom de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination. Dans l'esprit des Français, c'était que c'est normal, les Algériens étaient chez eux, ils étaient indépendants, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'autodétermination, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle était valable pour eux, mais pas pour les métropolitains. Parce que maintenant, les mêmes qui ont obtenu l'indépendance, ils viennent s'installer en France. Bien, c'est une autre histoire, comme on disait, comme disait Kipling. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou des témoignages, puisque nous avons eu un certain nombre de témoignages? Non? Oui, madame. On va peut-être vous passer un micro. Voilà. Moi, je fais partie peut-être des rares personnes qui ont fait partie du ministère des rapatriés. C'est-à-dire, 62, 63, je me trouvais à la préfecture de l'Isère, chargée d'instruire les dossiers de réinstallation des rapatriés non salariés. À ce titre-là, j'ai vu beaucoup de gens très attendrissants, dépourvus de moyens, et pourtant très décidés à se réinstaller. Donc, je sais comment, à Grenoble, ils ont été traités par les agents immobiliers et même par les notaires. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai appris, pendant que j'étais au service des rapatriés, que les harkis qui se trouvaient rapatriés comme nous étaient poursuivis par les membres du FLN, qui les capturaient et qui les balançaient dans la cuve d'acide de la viscose. Voilà. C'est un officier aux affaires algériennes qui était chargé de les encadrer, qui est venu nous raconter ça, et c'était effroyable d'entendre ça. Alors, si la France n'avait pas accueilli le FLN, peut-être que ça aurait été mieux. Les harkis sont toujours infiltrés par le FLN. Les harkis sont suivis, voilà. Et sont connus et sont fichés par le consulat algérien de Grenoble. Les professeurs qui, au début du colloque, des colloques organisés par la FNACA, les professeurs staliniens ont fait des cours sur l'histoire de l'Algérie, ont rappelé leur connaissance parfaite de toutes les structures du FLN à Grenoble. Oui, bien. Ça veut pas dire qu'il en reste encore beaucoup de choses sur aujourd'hui, quoi. Alors dans l'esprit, bien sûr. Non, mais parce que... justement, nous allons bientôt passer à la mémoire. Le mot harki s'est transformé, c'est tout. Alors, encore une petite dernière. Ça vous intéresse, en tant que... j'ai été sur la ligne Maurice-Maurice. Ah, bah décidément. De canard, oui. fait la herse, on parlait tout à l'heure. Oui. On parlait longtemps, enfin vous le dire à vous. Et puis, ayant été observateur dans la nappe, j'ai participé à un certain nombre d'opérations qui ont très légèrement au-delà de cette ligne Maurice. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Quelques de chasse qui sont allés de l'autre côté. Oui, il y a eu quelques déplacements de l'autre côté de la ligne. Bien, est-ce que il n'y a pas de questions rentrées, donc pas de frustration? Nous allons passer sans interruption. Hein. Nous allons passer à la seconde partie portant sur les mémoires du conflit.